Sur le fonctionnement de la réserve, oui, c'est stocker l'eau donc l'hiver. Alors avec des seuils qui sont clairement définis, il y a les études d'impact et puis un arrêté préfectoral qui définit des seuils de remplissage, puisque même en hiver, la priorité c'est quand même le milieu, et ça c'est la loi sur l'eau. Ce qui veut dire qu'on peut prélever de l'eau l'hiver quand les nappes sont remplies et quand les rivières ont atteint un débit suffisant. Et donc ce qui est prélevé l'hiver, c'est un pourcentage après assez faible. Quand on prend les débits des rivières, on prend la Charente, là ça fait 3 mois qu'il passe 20 millions de mètres cubes par jour par exemple, alors que le projet de stockage c'est 5-6 millions de mètres cubes, quoi. En une journée, 20 millions. Donc on est sur des faibles proportions. Et donc cette eau après est reprise pour toute l'irrigation, parce que le système c'est vraiment la substitution totale. C'est-à-dire que quand un agriculteur qui fait une réserve, enfin qui participe à une réserve, n'a plus le droit du tout de prélever du 1er avril, enfin il ne prélève plus du tout pour l'irrigation dans le milieu. Ça, c'est effectivement le cadre qui est fixé. Et ensuite, l'agriculteur, il a son volume. Alors, l'avantage, c'est qu'il sait clairement le volume dont il dispose pour toute l'année. Alors qu'aujourd'hui, un irrigant, il ne sait pas s'il va être coupé au 1er juillet, au 1er août ou pas du tout, ou s'il va être limité. Là, il a un volume, et donc à partir de ça, il peut définir son assolement, que son volume, il va le connaître dès février-mars. Il peut définir ses cultures, et il pourra décider déjà de la répartition de l'eau sur ses cultures, ce qui permet de clairement mettre en place les cultures. Alors aujourd'hui, les choses ont évolué, puisqu'il y avait une demande forte d'une gestion publique, et ça nous paraît tout à fait normal. On a pu mettre en place en Charente-Maritime un syndicat mixte avec le conseil départemental, aussi à l'image un peu de la Vendée qui avait ça à côté. Et donc là, les réserves appartiennent à ce syndicat mixte, donc la maîtrise d'ouvrage est publique, et donc il y a derrière toute la transparence qui va avec. Et ça nous paraît normal qu'il y ait ce portage à la fois public et cette transparence est évidente. Et donc l'eau ensuite est répartie aux agriculteurs. Alors après, là, il y a un rôle d'un autre organisme qui est l'organisme unique, mais en tout cas, l'ouvrage en lui-même et la vente et le remplissage de l'eau, tout ça se fait par la structure publique du syndicat mixte. Pour qui ces réserves sont faites? Donc ça, je pense que moi j'en parlerai tout à l'heure. Dans quelles conditions elles sont faites? Et beaucoup de personnes pensaient que ces réserves-là se remplissaient avec l'eau de la pluie, mais non, c'est pas ça. Donc il y a très peu de prélèvements en hiver, quand même, dans les réserves, dans les rivières. Ce sont surtout des prélèvements en nappe phréatique. Je pense qu'il ne faut pas comparer les volumes d'eau qui tombent sous forme de pluie et ce qui passe dans les rivières. Ça n'a rien à voir avec la disponibilité dans les nappes phréatiques, puisque d'abord il faut qu'elles se remplissent. Ensuite, il y a des conditions de remplissage de ces réserves-là qui ne sont pas du tout établies, puisque ne sont pas mis en place les indicateurs et les seuils de prélèvement. Et bon, on a des cas concrets où les prélèvements d'hiver pour remplir des bassines assèchent les ruisseaux, les cours d'eau. Donc c'est un phénomène physique qu'on connaît bien quand on fait des prélèvements en nappe. Là-dessus, on n'a aucune sécurité. Et les dernières études nous montrent que rien ne sera en place avant la construction de ces bassines et qu'on ajustera en fonction des résultats. Donc ça, c'est pas admissible puisque ça fait 20 ans qu'on est avec des études qui coûtent très cher, on sait pas mal de choses. Le système est mutualisé, ce qui veut dire qu'effectivement l'eau va être repartagée entre tous les irrigants, alors pas l'eau des réserves, mais ceux qui prélèvent dans les réserves ne prélèvent plus dans le milieu et donc ça libère de l'eau du milieu en fait pour les autres irrigants. D'où la mutualisation du système. C'est en gros pour continuer la même agriculture que maintenant. C'est une de nos oppositions puisque dans ces projets-là, nous on n'a pas d'alternative et pas de mesures compensatoires. Donc ça pose un souci puisque d'abord c'est la loi et puis il faut qu'on reparle de ces fameux projets de territoire-là qui conditionnent les financements. J'entends bien qu'il faut aider un certain nombre d'agriculteurs. Le souci, c'est que moi je préférerais qu'on donne beaucoup d'aide aux gens qui font bien et pas trop d'argent à ceux qui veulent faire moins pire. Donc c'est pas, pour nous, c'est pas la solution. Donc il y a une orientation qui n'a jamais été prise jusqu'à présent, mais c'est en particulier la faute des politiques. Un certain nombre de politiques publiques qui sont complètement incohérentes, qui donnent de l'argent d'un côté pour faire des choses et qui donnent de l'argent de l'autre côté pour réparer les erreurs engendrées par les premières. Donc ça pose quand même un gros problème sur les aides, que ce soit la PAC, que ce soit l'agence de l'eau, que ce soit dans les territoires. Donc là, il y a un souci. Il faudra quand même essayer de flécher les financements sur des activités qui rendent service à la société, parce que il paraît que ce sont des projets d'intérêt général. Là, moi, je ne vois pas trop. Pour l'instant, dans ces dossiers de bassines, l'intérêt général, sauf à respecter strictement les projets de territoire, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est un petit peu notre souci.
c'est plus possible, ça c'est fini, c'était l'ancien temps, 2000 m3/hectare. On ne peut pas, c'est le maïs qui consomme ça l'été, en plus c'est consommé l'été, il y a du gros gaspillage, il y a beaucoup d'évaporation, ça c'est pas logique. Donc là il y a un problème, je relie encore au projet de territoire, il y a un souci sur ces bassines-là, sur l'utilisation de l'eau derrière. C'est ça, en tout cas, il y a un volume d'eau qui est disponible pour le... Alors, est-ce qu'on parle des hectares irrigués historiques ou des volumes qui sont des surfaces irrigables? Et donc, aujourd'hui, une exploitation qui a un volume va le répartir sur différentes cultures. Et effectivement, le modèle irrigation du maïs d'il y a 20 ans, enfin, on voit que les surfaces du maïs sont très fortement baissées, en tout cas. Charente-Maritime, à La Rochelle, ils s'en exportent presque plus aujourd'hui, beaucoup moins. Et on voit d'autres productions qui apparaissent parce que l'idée, justement, avec l'eau, c'est de diversifier les cultures. Et moi, comme je dis souvent, sur mon exploitation avec de l'irrigation, j'ai 10-11 cultures. Quand mes collègues en culture sèche se limitent à 2 ou 3 parce qu'ils n'ont pas de possibilité, justement, de faire d'autres cultures parce qu'il y a un manque d'eau. Donc l'irrigation, dans l'objectif d'aujourd'hui, et ce que font aujourd'hui les irrigants, c'est de pouvoir justement diversifier, parce qu'on s'aperçoit qu'on a plutôt intérêt à diversifier les cultures. Et le modèle qui est toujours mis en avance, maïs, il y a 15 ans avec 2000 m3/hectare, aujourd'hui, ça existe encore, effectivement, mais en tout cas, c'est plus ça sur les exploitations, c'est plus la majorité, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait justement intérêt à sortir de ce modèle.